Très heureuse de vous savoir à ce grand rendez-vous produit par Advance TV et diffusé sur Africable la télévision et sur nos différentes plateformes Advance TV que vous pouvez suivre notamment sur Facebook, YouTube également. Mois d'octobre ou Octobre Rose, il s'agit d'un mois de sensibilisation, un mois où la campagne est intense pour sensibiliser les gens sur le cancer du sein. Et au Mali, Octobre Rose, c'est également un mois de sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus. Vous l'aurez compris, pour ce plateau spécial, je suis avec l'ensemble des acteurs qui militent contre cette maladie, qui porte la voix, afin qu'on puisse réellement bannir le cancer du sein, à défaut, réduire le taux de mortalité. Alors, sur ce plateau, je suis également accompagnée de Madame Fadimata Diawara. Elle est présidente de l'association Solidarité. Soutien aux malades du et cancer. soutien aux malades du cancer. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci vous. Bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Enchantée. Alors, juste à ma gauche, je suis également avec le docteur Madanelli. Il n'est plus à présenter. On le voit, on pense automatiquement à la maladie, au cancer. Oui. Donc, pour dire qu'il a vraiment milité de telle sorte que dès qu'on le voit, on sait que ça, c'est le docteur des dames. Oui, effectivement, je confirme. C'est un plaisir de vous avoir également. Merci. Alors, pour rendre ce plateau encore plus riche, nous sommes accompagnés par Dr Ben Moulay Aïdara. Il est le directeur de l'Office national de la santé et de la reproduction. Très bien. J'espère que vous allez bien également. Très bien. Octobre Rose, le ruban rose qui accompagne. Certainement. Merci beaucoup. C'est le combat. Le combat tous ces outils. Le combat de ce mois d'octobre alors. Et pour terminer les présentations, nous avons Dr Bangui Max Yvon. Il est le coordinateur du projet Oncologie. Bonjour, bonjour à tout le panel. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de vous joindre ici sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci. Alors, nous parlons d'Octobre Rose, mois de plaidoyer contre le cancer du sein. Je commence par vous, docteur Ben Moulay Aïdara. Alors, où en sommes-nous avec ce combat aujourd'hui? Très bien. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de prendre la parole sur ce plateau. Et je commence par d'abord vous féliciter pour tout ce cadre agréable que vous offrez et pour qu'on puisse parler du cancer du sein et du col de l'utérus à l'occasion de ce mois de solidarité active et à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose. Donc quand je dis solidarité active, c'est que le clin d'œil que le ministère de la Santé et du Développement social voulait donner à ce mois, c'est de faire en sorte qu'on dépiste le maximum de femmes par rapport au cancer du col de l'utérus et du sein. Donc Octobre Rose, pour nous, c'est un grand moment de mobilisation sociale, de sensibilisation pour le changement de comportement, surtout à l'endroit du dépistage. Parce que nous sommes dans un pays où effectivement, parfois les gens ont beaucoup de barrières socio-culturelles par rapport effectivement à aller vers effectivement connaître son statut, surtout en cas de maladie. Donc c'est pourquoi le ministre de la Santé et du Développement social a choisi ce mois-là pour sensibiliser, mobiliser, plaider pour beaucoup de financement pour que, enfin, nos femmes qui seront dépistées au cours de ce mois puissent aussi avoir accès à la prise en charge. Donc c'est un mois qui demande la mobilisation de tous et de chacun. Que ce soit dans le secteur public, le secteur privé, que ce soit au niveau communautaire, et c'est une vaste campagne de mobilisation sociale. Ça veut dire que ce soit le relais communautaire, que ce soit les communautés de femmes utilisatrices de services au niveau communautaire, que ce soit tout simplement les associations de femmes et de jeunes sont mobilisées, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les télévisions, que ce soit au niveau des structures de santé où toutes les dispositions sont prises pour essayer de sensibiliser d'abord et aussi de dépister. Donc pour vous dire que pour nous c'est un mois de lutte contre la maladie, la deuxième cause de décès des femmes
dans ce pays. Parce que quand on prend le cancer du sein, et qui est la deuxième cause de décès, derrière effectivement, selon les cancers, derrière effectivement le cancer du col de l'utérus, plus on dépiste tôt, plus on a toutes les chances, 80% de chances de survie. 80% de chances de survie. De chances de survie. De survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'éviter de la maladie, et même si la maladie est là, comme c'est dépisté tôt, donc la prise en charge sera encore plus facile, moins coûteux. Donc, et qu'il y aura moins aussi, effectivement, de pression sociale. Parce qu'en réalité, cette maladie a aussi un volet pression sociale, pression familiale. Donc, tout ça là sont effectivement des corollaires qui sont autour de la maladie, que si on va vite au dépistage, on peut bel et bien vraiment avoir 80% de survie. Quand on se dépiste tard, c'est 25% à peu près de survie, 26% de survie. Donc pour vous dire que aujourd'hui nous devons nous lever tous comme un seul homme pour combattre effectivement cette maladie. Donc nous lever tous pour combattre cette maladie. Alors, on parle de plus de 1000 cas par an chez nous au Mali. Alors, docteur Ly, quand on parle de cancer du sein, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très simple à ceux qui nous écoutent pour que ces femmes, ces hommes également, malheureusement, qui, même si le taux est très faible, puissent comprendre la maladie? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à ce tableau pour parler d'un problème crucial qui est le cancer du sein, qui est d'abord un problème de santé publique et qui touche la femme, donc toute la société. Donc, très simplement, on parle de cancer du sein quand l'unité fonctionnelle du sein, qu'est la cellule, se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps. C'est-à-dire, elle dépasse les cadres de sa fonction normale. Et quelle est la caractéristique de cette cellule quand elle est transformée en cancer? Elle a la capacité de se détacher du sein, qui est l'organe d'origine, et à travers le sang pour aller coloniser d'autres parties de l'organisme. Exemple, ça peut être le poumon, le foie, les os, le cerveau. Donc c'est ce qui fait la gravité du cancer du sein. Et bien entendu, quand ça atteint le foie, on ne peut pas vivre sans foie, on ne peut pas vivre sans poumon. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains patients qui ont de la peine à respirer. Et cette gravité peut aboutir malheureusement, comme l'a dit le docteur Ben Moulay Aldra, au décès de la femme et de la maman. Parce que les femmes, c'est les mamans d'abord. Donc, et le docteur Ben Moulay a insisté là-dessus à juste raison. Est-ce que ces cancers, on peut l'éviter? Non. Mais on peut les dépister. Et je vais dire en termes simples à quoi sert, ou qu'est-ce que c'est que le dépistage en réalité. Donc, de façon technique, et le dépistage, c'est aller chercher la maladie quand la patiente ou la femme n'a aucun signe du cancer du sein ou du col. C'est le principe. C'est pour ça que le mois d'octobre rose est très très important. Donc pour que les femmes adhèrent au dépistage, il faut les sensibiliser et surtout leur dire que vraiment elles n'ont aucun signe de la maladie et que c'est le moment d'aller dépister. Et quand on dépiste, comme il l'a dit, moi je vais augmenter les chiffres, ce n'est pas 80%. Hein. Dans les seins, c'est clairement démontré scientifiquement et dans l'école aujourd'hui. La majorité, la quasi-totalité de toutes les femmes dépistées, quand c'est connu tôt, guérissent. On frôle les 100%. C'est très clair. Hein? Un exemple, une femme de 40 ans qui vient se faire dépister n'a aucun signe de la maladie. On trouve une petite image à la mammographie qu'on va aller biopsier. Si c'est un cancer du sein, désavantage, il a déjà dit, on ne va pas couper son sein. On fait ce qu'on appelle une petite tumorectomie. Deuxièmement, on fera la radiothérapie. Troisièmement, probablement, elle n'a même pas besoin de chimiothérapie. Donc, les traitements coûtent moins cher, moins lourd et moins stressant. Et surtout, c'est esthétique à ce moment. Et la quasi-totalité de ces femmes guérissent. Maintenant, ça amène la notion qu'il a bien parlé, que je vais un peu développer. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison augmentent. Plus le cancer est diagnostiqué tardivement, plus la vie de la femme est en danger. Voilà, donc ça c'est les notions à laquelle je voulais insister
pour le grand public. Alors, nous allons revenir vers vous pour parler de tous les signes annonciateurs. C'est vrai, il faut dépister tôt, mais souvent, il y a des signes qui peuvent annoncer également et qui peuvent nous pousser à aller vers vous, spécialistes du domaine. Alors, on parle de milliers de cas et vous, Madame Fatoumata Diawara, vous êtes une parfaite illustration. Alors, quand on vous a annoncé cette maladie et comment a été le processus? J'imagine que ce n'a pas été évident. Pas du tout. Vous riez aujourd'hui, mais j'imagine le jour de l'annonce, c'était vraiment une nouvelle fatidique pour vous. Très fatidique. C'est un choc. L'annonce du cancer, c'est un choc. Le docteur Lee est là, il en est témoin. Le jour où on m'a annoncé mon cancer, le premier jour, je n'ai pas pu conduire pour aller chez moi. J'ai appelé pour qu'on vienne me chercher. Je n'ai pas pleuré dans le bureau, mais quand je suis sortie, j'ai hurlé dans la voiture. J'ai appelé ma fille. Immédiatement. Donc elle m'a conseillé de ne pas conduire, de rester dans la voiture. Elle va appeler à la maison pour qu'on vienne me chercher. Et c'est comme ça qu'on est venu me chercher. Mais le premier jour, le jour où on m'a dit ça, ça a été un choc. Hein. Vous pensiez que vous étiez au pas de la mort? Oui, mais moi je me voyais déjà morte. Hein. Voilà. J'ai appelé, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je lui ai tout dit. Tout ce que je dois lui donner, je lui ai donné ça. Tout de suite. Même le numéro de mon compte, je lui ai donné. Je l'ai mis en SMS, je lui ai donné. J'ai dit que maintenant, puisque c'était la deuxième fois. Parce que la première fois, quand on m'a opéré, je ne savais pas que c'était un cancer. C'est après l'opération, on a su que c'était un cancer. Parce que ce n'était pas sur le sein. C'était des ganglions au niveau de l'aisselle. D'accord. Mais quand je l'ai vu, parce que j'avais l'habitude d'entendre parler du cancer, parce que j'étais souvent avec une ONG, Almac. J'étais souvent avec elle, parce que leur présidente était venue voir un de mes neveux qui était atteint du cancer. Et Dr Lee était son médecin aussi. Donc quand ils sont venus, vraiment ce jour-là, ça m'a marqué. J'ai dit à la présidente que je vais me mettre à sa disposition. Quand elle aura besoin de moi seulement, je vais être là pour elle. En ce moment, je n'avais pas de cancer, je n'avais rien. C'est 2 ans après ça que j'ai constaté une boule sous l'aisselle. Je suis allée voir mon oncle, qui est chirurgien. Je lui ai dit que j'ai une boule à l'aisselle. Il m'a consulté, il a dit effectivement il y a une boule. Mais c'est pas grave, on va l'enlever. Donc moi je suis partie comme ça. Il m'a fait une ordonnance et puis il m'a donné des analyses à faire. J'ai fait des analyses, des bilans sanguins, radiographie, mammographie, comme ça. Je suis venue, il a dit on va enlever, c'est pas méchant, on va enlever. D'accord. Ils ont enlevé. Quand ils ont enlevé, on a donné la masse au professeur Traoré pour l'anapathe. Oui. C'est là on a découvert que c'était un cancer. C'était une masse de processus tumoral. Donc quand j'ai vu ça, je suis allée sur Google pour regarder le processus tumoral. Ça a éveillé votre curiosité? Oui. Et j'étais pressée le lendemain matin d'aller montrer le résultat. Lui, il m'avait référé au docteur Kone, qui est à l'hôpital du Point G. Je suis allée avec les résultats. Il a regardé. Il a commencé à prendre à faire mon identification tout sur une carte. J'attendais seulement qu'il me dise que c'était le cancer. Puisque moi, vous avez déjà fait des recherches? Bon, il ne m'a pas dit directement que c'était un cancer. Il a dit non, on va vous donner encore des analyses à faire. On va essayer de faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, de prendre un peu de liquide là sous l'aisselle. La cytologie. Voilà. La ponction pour la cytologie. Ponction, voilà. Il m'a donné une ordonnance, une prescription pour ça. Je suis allée faire ça. Bon, il a dit que ce n'est pas confirmé. J'ai dit, c'était trop dur. Quand il m'a dit que ce n'est pas confirmé, moi je suis revenue. Quelques jours après, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, les gens n'arrivent pas à me confirmer, mais moi je suis sûre que c'est un cancer. Il a dit, maman,
c'est bon. Ça, je vais appeler quelqu'un, il viendra te voir. Et puis, papier, tu lui donnes tous tes papiers là. Et toi, tu te reposes un peu. D'accord. C'était le grand frère de Dr Lee qui est venu me voir au bureau. Il m'a demandé les papiers, je lui ai donné tous les papiers, il a regardé, il a commencé à rire. Il a rigolé, il a dit, ce n'est rien, ça va se passer. Et madame, il va t'appeler demain. Il a dit d'accord. Et le lendemain, madame, il m'a appelé. Je suis allée le trouver à l'hôpital du Point G. Quand je suis arrivée seulement, je lui ai demandé de faire la chimio. Il est là. Donc vous avez sauté les étapes, vous avez fait des recherches. Moi, je me suis dit que c'est la chimio qui va me guérir. Il a dit, mais comment on va vous faire la chimio comme ça? C'est même pas confirmé d'abord que vous avez un cancer. Et vous savez que la chimio est très toxique. Effectivement, c'est un traitement qui est assez lourd. Voilà. Tellement que j'avais emmerdé la famille, mon frère a dit, dès que tu arrives chez l'oncologue, là, tu vas me le passer. Quand je suis arrivée chez Madani, je lui ai passé. Ils ont parlé. Donc Madame a pu le convaincre, mais moi non. Parce que moi, je tenais à faire la chimio. Donc, pour vous, c'était l'alternative, la seule solution en ce moment. Voilà. Donc, il n'a pas fait, il n'a pas voulu. Bon, puisque j'étais en train de préparer mes vacances, il a dit, puisque tu es en train d'aller en vacances, je vais te faire un compte rendu de tout ce qui s'est passé et je vais te recommander à un oncologue en France, tu vas aller le voir. Il m'a donné une prescription aussi, de faire un PET scan. C'est PET scan ou PET scan? Voilà. Je suis allée en France. Bon, c'était à 1 000 €. Ils m'ont demandé si je pouvais le faire. J'ai dit, je vais le faire. Et je l'ai fait. On a dit, mais madame, vous êtes guérie. Ah! Sans traitement, hein? Sans traitement. Oui, mais quand je suis venue, mais il a recommandé quand même que je sois sous contrôle. Tout à fait. Donc, tous les 3 mois, je faisais mon contrôle suivi pour l'évolution de ce cancer. De 2015 à 2019, on n'avait pas vu le cancer. On n'avait pas vu le cancer. Vous avez soupçonné, il y avait des prémices, mais ce n'était pas vraiment... oui, mais... C'est une maladie qui fait souvent cela, Dr Lee? Oui, c'est une maladie qui est sournoise. C'est une maladie sournoise. Écoutez bien, ce n'est pas le sein gauche, c'est le sein gauche où on a extrait la masse. Mais c'est au sein droit. Moi, en me palpant, j'ai touché à une boule quelques jours après mon contrôle. Quand je l'ai vu, je suis repartie encore chez mon oncle. Je lui ai dit, j'ai une boule dans le sein cette fois-ci. Il a dit, toi là, tu es une sorcière. Ce jour-là, il n'a même pas mis sa blouse. Il est rentré seulement, il a pris les gants, il a palpé mon sein, il a dit, effectivement, il y a une boule. Mais toi, tu m'as quitté l'autre jour, avec tes résultats, il n'y avait rien. J'avais fait un scanner. Ce jour-là, je suis retournée chez Madame aussi. Tout de suite, Madame aussi a regardé. Madame a dit, mais tu as quitté, quel jour tu as quitté ici? On a sorti le dossier, mais on avait, ni le scanner, ni les analyses n'avaient pas vu. Depuis que mon oncle m'a dit, va voir Madame avec cette boule-là, moi j'ai dit que cette fois-ci c'est le cancer et je vais mourir. C'est ce jour-là. Ah, ça n'allait pas. Toute la famille a su que moi j'avais quelque chose. C'est parce que quand je suis arrivée seulement, le jour où je suis repartie voir Madame qui m'a donné aussi des analyses à faire, quand je suis arrivée seulement, j'ai ouvert mon armoire, j'ai commencé à donner les habits. J'ai dit à ma fille, cette fois-ci, c'est le cancer. L'autre, ce n'était pas le cancer, mais cette fois-ci, c'est le cancer. Et je suis sûre que c'est ça qui va me tuer. Elle a dit, maman, c'est bon, laisse ça, je vais te rappeler. Elle a mis 2 jours, elle ne m'a pas rappelé, alors qu'elle m'appelle tous les jours. Elle a mis 2 jours, elle ne m'a pas appelé. Le 3e jour, elle m'a appelé, elle a trouvé, j'étais en train de pleurer. Elle a dit, maman, tu n'as pas fini de pleurer encore. D'accord, c'est pas grave. Et va voir madame, personne ne t'a dit que le cancer n'est pas curable. C'est curable, tu vas guérir. Si tu m'écoutes. Mais si tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas le cancer qui va te tuer, c'est toi-même qui va te tuer, toi-même. La pression. Comme le docteur Malade l'a dit, le docteur Ben Moulay. C'est ça. La pression qui est assez énorme. Hein. Et cette fois-ci, je n'ai pas voulu aller à l'hôpital directement. J'ai dit, c'est bon, je ne vais même pas aller à l'hôpital.
parce que cette fois-ci c'est le cancer et c'est le cancer qui tue, donc je ne vais pas à l'hôpital. Donc il a fallu l'intervention de toute la famille maintenant pour que je puisse aller à l'hôpital pour faire. En tout cas, les 2 annonces, ça m'a coûté beaucoup. Hein. J'imagine. Ouais. Ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour ma famille. Alors, docteur Bangui, Madame Fadimata vient de le dire, hein, le traitement du cancer coûte excessivement cher. Et ce n'est pas que seulement une facture qui est assez salée au niveau financier, mais c'est une facture qui est également salée sur le plan émotionnel. Et on sait que beaucoup d'ONG sont impliquées dans cette lutte. Alors, concrètement, vous, votre structure, comment ça se passe? Est-ce que c'est d'abord une prise en charge émotionnelle? Est-ce que vous êtes impliqué dans tout ce qui est intrant pour les analyses, ou vous êtes sur toute la chaîne? Merci beaucoup, merci pour la question. En tout cas, nous sommes MSF, une organisation internationale. Permettez-moi de faire juste un petit historique. Une organisation internationale à but non lucratif et qui apporte des secours aux vulnérables, aux victimes de guerre, de tout ce qui est vulnérable. Donc, nous sommes au Mali depuis 1985 et c'est depuis 2018 qu'au sein de l'organisation, nous pensons que vraiment la thématique cancer est très importante. Et donc, dans ce cadre, nous avons décidé d'apporter notre soutien justement au ministère de la Santé. Donc, à notre niveau, au niveau de Médecins sans frontières à Bamako. Donc, on a effectivement ouvert un projet en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Et ce projet-là statue sur la plupart des piliers de prise en charge, notamment le dépistage et le dépistage précoce. Donc, on appuie effectivement tout ce qui est dépistage. On a une série de structures à travers Bamako où on appuie avec les intrants et le diagnostic aussi. Donc, c'est ce que nous faisons. Et effectivement, le deuxième pilier qui est la prise en charge. Donc, la prise en charge du cancer du sein et du col de l'utérus, et que nous faisons au niveau du point G. La prise en charge, c'est la chimiothérapie que nous apportons les intrants. Et comme vous le savez aussi, il y a la chirurgie que nous appuyons pour que, en cas d'indication, que ces patients-là puissent avoir la chirurgie. Et il y a aussi tout ce qui est l'immunohistochimie, le docteur pourra creuser. Donc, la série, le bagatelle de prise en charge, vous êtes inscrit sur toute la chaîne. Voilà. Donc, bien évidemment, la radiothérapie qui manque aujourd'hui, qu'on avait commencé et qui est aujourd'hui en cours de reprise. Donc, c'est ça qui manque dans la chaîne de prise en charge. Mais sinon, le reste, dépistage, diagnostic et la prise en charge avec les intrants et tout. Donc, nous sommes là. Et je finirai par évoquer aussi un gros du volet qui est le volet soins palliatifs. Donc, au-delà de la prise en charge avec la chimiothérapie, la prise en charge spécifique, il y a tout ce volet de soins, de support palliatif qui concerne un peu tout ce qui est gestion de douleur, puisque c'est des patients vraiment qui ont des douleurs, gestion de douleur, des supports psychologiques. Madame, vous l'avez suivi, comment l'annonce a été difficile. Oui. Et donc, effectivement, cet aspect-là est pris en charge avec un psychologue qui voit chaque patient pour échanger, pour les appuyer. Il y a tout un volet aussi de pansement. Et comme vous savez, c'est le cancer du col, surtout du sein. Les plaies sont quand même un peu plus que les plaies usuelles.
Tout à fait. Donc, il y a tout un paquet de prise en charge, de pansements, de support psychologique et tout ce qui est antidouleur que nous gérons. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Alors, Médecins sans frontières vous appuie beaucoup, docteur Ben Moulay, mais on parle également depuis quelques années de Week-end 70. On sait que d'abord, le mois d'octobre, c'est vraiment le cancer du sein, mais depuis quelques années, on associe le dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, pourquoi avoir essayé de mettre ces deux maladies ensemble? Est-ce que automatiquement, quand on est diagnostiqué avec le cancer du sein, cela renvoie à des risques concernant le cancer du col de l'utérus? Très bien. Donc, en une pierre deux coups, c'est aussi simple. Pour dire tout simplement qu'avec Week-end 70, on s'est dit qu'il faut d'abord deux choses essentielles. Un, d'abord la gratuité du dépistage et coupler le cancer du sein et du col en même temps, d'une pierre deux coups. Donc c'est pourquoi Week-end 70 a été initié. C'était effectivement avec MSF, ONCO, et c'était aussi avec l'appui de la fondation Orange que Week-end 70 a vu effectivement le jour. Quand on dit Week-end 70, les gens ne comprennent pas. C'est que, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est 90, le programme 90, 70, 90, qui réellement était vraiment annoncé, lancé par l'OMS depuis quelques années. Donc 70% vraiment de dépistage de toutes les femmes qu'il faut vraiment dépister, 90% des femmes dépistées prises en charge, 90% au moins pour la vaccination. Pour dire que dans ce programme global, il fallait qu'on trouve les moyens de commencer quelque part. C'est pourquoi Bamako a été ciblé par Week-end 70 depuis 3-4 ans, où nous avons pu dépister près de 600 000 femmes au cours effectivement de ces dépistages de masse les week-ends. Les week-ends. Donc, pour dire qu'à Bamako, nous avons atteint les 70% en son temps. L'année dernière, on a fait le bilan, on a atteint les 70%. Mais comme vous voyez, Bamako est une grande ville qui grossit. Et au regard des crises répétées, effectivement, nous avons vraiment beaucoup de personnes déplacées internes. Donc c'est dans ce sens qu'il fallait faire bouger les lignes pour que les deux cancers puissent être dépistés en même temps, pour éviter à ce que la femme parte et revenir. Dès les deux, on les dépiste en même temps. On voit effectivement, est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses du col de l'utérus? Est-ce qu'au niveau du sein, nous avons vraiment des suspicions? Et dès que c'est dépisté, on met dans la chaîne de prise en charge qui a été mise en place par MSF. Cette chaîne de prise en charge et qui fait vraiment la prise en charge d'une manière holistique. C'est grâce à cette chaîne, on a eu quand même des cohortes de 1200 et quelques femmes qui sont dans la cohorte de prise en charge depuis quelques années. Pour dire que nous avons au moins 1200 femmes qui sont dépistées au Mali par an. Donc pour dire qu'ils sont dépistées positives, ça veut dire qu'ils ont vraiment des problèmes, soit un problème au niveau du cancer du col ou au niveau du cancer du sein. Nous avons 12 000, le minimum de 12 000 qui sont vraiment où il y a des soupçons et on fait vraiment le tamis avec et on se rend compte qu'au moins 1200, 10% sont positifs. Donc pour dire que cette cohorte de prise en charge, c'est dans la chaîne où nous avons tout est pris en charge entièrement, même le déplacement de la femme. Il y a des tickets de déplacement, des tickets de d'échographie. Tout cela pour encourager les femmes à venir vers le dépistage. Aujourd'hui, nous avons un des laboratoires le plus équipés de la sous-région au Pongé, dans le cadre effectivement de toute la prise en charge en APAT. Nous avons un centre d'oncologie avec vraiment les normes requises et la radiothérapie fonctionne. Depuis 3 mois maintenant, nous avons une radiothérapie qui fonctionne et nous avons vraiment des cas déjà dans l'accord de prise en charge dans le cadre de la radiothérapie au niveau de l'hôpital du Mali. Pour dire que Week-end 70 a été le premier coup d'essai. Et on peut dire que c'est un coup de maître? Un coup de maître. Pour dire que c'est à partir de là que nous avons initié aussi Week-end 70. On a lancé Week-end 70 à Kita. Avant-hier, le 10, on a lancé Week-end 70 à Kati avec le programme Hassanat de la fondation FAT. On a lancé Week-end 70
Et ce week-end 70 va aller aussi dépistage, prise en charge. Parce qu'on ne veut plus faire le dépistage sans la prise en charge. Donc, nous allons lancer au cours de ce mois Week-end 70 à Caille. Donc, nous sommes en train de développer vraiment le Week-end 70 pour que dans toutes les grandes villes du Mali, qu'on puisse national. Donc, à partir de ça, nous aurons vraiment le dépistage régulier et surtout gratuit des femmes. Parce qu'il faut tenir compte de la gratuité pour aussi mobiliser les femmes. Gratuité du dépistage, mais il y a également beaucoup de mystères. Les femmes, quand elles discutent entre elles, elles se disent, alors quand on se fait dépister, ça fait mal. Il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de spéculations autour. Alors, docteur, vous êtes spécialiste en la matière. Est-ce que vous pouvez dire aux femmes comment ça se passe? Est-ce que réellement, c'est juste des préjugés ou le dépistage fait réellement mal? Alors, en réalité, le dépistage n'est pas douloureux. L'examen en question peut être désagréable. C'est différent de la douleur. Quand on prend l'école, ça touche l'intimité de la femme. Souvent, ce n'est pas facile pour une femme pour des raisons de pudeur ou bien des raisons des croyances socio-culturelles de se déplacer pour aller se faire dépister. Sinon, en réalité, même la biopsie, quand on fait le dépistage, le principe étant d'aller, comme je l'ai dit, d'aller chercher la maladie alors qu'il n'y a aucun signe. Donc, on peut voir au niveau du corps de la femme des lésions qu'on appelle précancéreuses ou un cancer débutant. Donc là, quand les tests, il y a un autre élément très fondamental que les femmes doivent savoir. Quand un test de dépistage il est positif, ça ne veut pas dire que la personne a un cancer forcément. Ça veut dire qu'il y a des fortes suspicions que ce soit un cancer. Il faut un examen, un second examen, plus approfondi. Donc, et l'examen en question, ça s'appelle la biopsie. C'est-à-dire, là où on suspecte, il faut aller faire un prélèvement. Et quand on fait un prélèvement, on envoie au laboratoire pour qu'ils analysent. C'est pour ça, quand on dépiste, et quand il y a les dépistages, les tests IVA, IVL est positif dans l'école, on va faire un prélèvement sur le coup. Après, il faut envoyer au laboratoire, c'est ce qui prend du temps pour infirmer ou confirmer. Ces temps d'attente peut entraîner des angoisses. Mais généralement, en expliquant bien aux femmes qui adhèrent au dépistage, on peut enlever cette angoisse. Donc même la biopsie là, elle n'est pas douloureuse parce que si nécessaire, on fait une petite anesthésie locale. Donc c'est un geste qui peut être désagréable mais qui n'est pas douloureux. Quand on prend les seins, les dépistages, l'examen de dépistage en réalité, c'est la mammographie. Maintenant, en revanche, dans un pays comme le nôtre où il n'y a pas suffisamment de moyens, il faut tenir compte des réalités de la médecine où il n'y a pas suffisamment d'appareils de mammographie. Il est conseillé, le plus simple pour tout le monde, c'est d'apprendre aux femmes à faire l'autopalpation des seins. Pour voir, et les agents de santé en première ligne, de faire la palpation des seins des femmes. Donc c'est ce qui se passe même pendant les week-ends 70, quand les gens viennent pour le dépistage du col, l'agent de santé qui est là examine les seins. Maintenant, là c'est différent de la mammographie. Maintenant, bien sûr, quand on examine les seins, quand on voit un signe déjà, là on est sur les diagnostics précoces. C'est différent du dépistage que j'avais dit où il n'y a aucun signe de la maladie. Et les études ont démontré aussi que ça c'est mieux, elle vous a expliqué son histoire. Une femme qui a une petite boule dans les seins, qui est au tout début, qui est cancéreux, si ça ne fait pas mal culturellement au Mali, elle ne va pas dire que c'est quelque chose de grave. Mais en faisant l'autopalpation et en la sensibilisant sur la notion des cancers du sein, que toute boule peut être cancéreuse, donc cette dame-ci, on fait une biopsie de la petite boule. Si c'est un cancer, c'est sûr qu'on l'a diagnostiqué tôt. Et donc ça va augmenter encore ses chances de guérison. Donc en fait, c'est des croyances, il n'y a pas de douleur, mais vous savez que aussi parmi nous, il y a beaucoup de Traorés qui ont peur. Je pense que quand ils vont à l'hôpital, les Traorés, les Kantés, là, et les Sots surtout, je pense que quand ils vont à l'hôpital... Pas du tout, pas de Sots. Voilà, peut-être les Kantés, peut-être. Ouais, les ballots. Les Kantés et les ballots, c'est vrai. Donc, ils pensent que quand ils vont à l'hôpital, en fait, c'est comme si les médecins font exprès pour découvrir le cancer chez quelqu'un. En fait, on ne doit pas raisonner comme ça. Au contraire, c'est ce que je dis toujours, partout. Toute femme qui a le courage et qui a bien compris ces messages et qui va aller se faire dépister, si par malchance son test est positif, qu'elle a un cancer, elle sait sauver la vie elle-même par ses gestes.
Parce qu'au tout début, je vous ai dit, quasiment la totalité des femmes guérissent. Parce que nous, les médecins, nous avons l'obligation de donner les meilleurs soins pour assurer la guérison quand c'est possible. Donc, on ne doit plus avoir peur du dépistage avec tous les outils qui sont disponibles maintenant. Et comme l'a dit le docteur Ben Moulay, surtout que nous sommes en train d'aller vers des programmes. Quand on dépiste, il faut traiter, surtout les dépistages de masse. Ce n'est pas éthique d'aller dépister les gens et de ne pas proposer une solution derrière. Et tous les programmes actuels, partout dans le monde, même au Mali, sont en train d'aller vers ça. Mais jusqu'à présent, c'est insuffisant, comme il l'a dit, parce que Bamako, ce n'est pas seulement le Mali. Et on est en train de délocaliser progressivement et on espère que très prochainement, que toutes les femmes en République du Mali vont avoir accès à ces dépistages pour que les cancers, la mortalité par cancer diminue drastiquement au Mali comme partout dans le monde où il y a les dépistages. Alors que le cancer évite de tuer, hein, comme on le dit, hein, c'est d'une manière assez barbare de le dire, mais souvent il faut le dire aux femmes parce que malheureusement on met plus une pression psychologique que la maladie elle-même ne nous met pas. Alors vous êtes en rémission. On sait lutter contre le cancer du sein, ça demande beaucoup, hein, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'efforts, mais aussi une source de motivation. Alors, pour vous, quelle a été votre source de motivation? Est-ce une envie de continuer à vivre? Oui, une envie de continuer à vivre à côté de ma fille. La seule et unique fille que j'ai, vraiment j'avais une envie folle de vivre à côté d'elle. Même si elle n'est pas près de moi, mais j'ai souhaité quand même vivre à côté d'elle. Aussi, ma mère, qui était malade à l'époque, dépendante, et j'étais sa seule fille à côté d'elle. C'était ma source de motivation. Je n'ai même pas voulu aller me faire soigner à l'extérieur à cause d'elle. Aussi, j'ai vu des malades qui sont guéris, qui sont venus me voir 2-3 jours après mon intervention. Je me suis dit ce jour-là que je pourrais guérir aussi. Comme elle. Comme elle. Il suffit de croire. Oui. Et j'ai cru à ça, avec tout ce que l'entourage m'a dit aussi, avec le soutien de ma famille, de ma fille, mes 2 frères. Il y a un qui a appelé le docteur Lee, il y a un qui est venu voir là où on fait la chimio, puisque je lui ai tellement parlé de chimio. Quand il était venu en vacances, c'était ma 3e séance de chimio, il est venu. Il devait voyager ce même jour-là, il est venu. On a vu le docteur Lee, on lui a montré la salle de chimio et tout. Donc il est parti. Il est devenu ambassadeur, j'imagine. Un ambassadeur pour parler de cette maladie, sensibiliser également. Donc pour dire que toutes les voix peuvent porter et chaque voix compte par rapport à cette maladie. Oui. Alors, vous êtes, Dr Bangui, coordinateur du projet Oncologie. On le sait, le traitement du cancer, hein, quand on écoute Dr Lee, Dr Ben Moulay, on sait que cette maladie, on peut la diagnostiquer ici au Mali, on peut la traiter, tout est mis en place. Alors, on parle d'étendre le traitement sur l'ensemble du territoire national. Alors, est-ce que vous allez suivre toujours le département de la santé dans cette logique, ou sinon, quel va être votre accompagnement afin que le traitement puisse être accessible partout au Mali? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est vraiment l'objectif, c'est de rendre accessibles les soins un peu au-delà de Bamako. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à ce jour, l'idée c'est de vraiment mieux faire ce que nous faisons déjà. Nous nous organisons au mieux avec le support du ministère de la Santé, de déjà mieux faire ce que nous faisons ici. Et effectivement, nous allons nous inscrire dans les objectifs dans la même logique de pouvoir justement disponibiliser, avoir accès, disponibiliser les soins pour ceux qui sont de l'arrière-pays. Ça, ça reste quand même un objectif important à suivre. Ouais. Alors, docteur Ben Moulay, on parle cette année de vaccins
HPV, hein, j'espère que je prononce bien. Alors, vaccin HPV, est-ce que c'est vraiment un traitement pour dire que lorsqu'on reçoit ce traitement, on guérit complètement de la maladie ou ça prévient juste? Parce que logiquement, cette année, chaque année, il y a des thématiques, mais cette année, on a voulu mettre un accent particulier lors du lancement que le ministre a présidé et avec d'autres ministres qui ont pris part au lancement de cette campagne d'action contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Très bien. Donc, pour dire tout simplement dans la même veine hein, de la prévention de la maladie, que le ministère de la Santé et du Développement social a initié la vaccination. La vaccination, c'est toujours pour prévenir HPV, le cancer du col de l'utérus. Cette fois-ci, ce n'est pas le sein, mais le cancer du col de l'utérus, qui est lié effectivement à ce virus-là, HPV. C'est pour cela qu'il y a un vaccin, effectivement, qui est mis en place pour essayer de prévenir. Donc, ce vaccin touche les adolescentes, hein, les jeunes filles de 9 à 13 ans, qui n'ont jamais eu de contact sexuel. Je précise encore. Pour dire que pour faire ce vaccin, il faut avoir la tranche d'âge 9-13 ans et pas de contact sexuel en amont. Parce que c'est là où effectivement nous pouvons vraiment, le vaccin peut agir pour effectivement prévenir la survenue future du cancer du col de l'utérus qui est lié effectivement à ce virus HPV. Donc pour dire que le vaccin est disponible et le ministère de la Santé, en prélude du lancement de ce vaccin le 1er novembre, a prévu déjà une vaste campagne en Octobre Rose pour essayer de mobiliser les mères de famille pour que ces enfants-là puissent être disponibles. Nous avons un programme d'abord scolaire qui va s'étendre après sur tout le reste de la population jeune, 9 à 13 ans. Donc si on arrive vraiment à vacciner le maximum de jeunes filles, surtout que notre objectif selon l'OMS c'est 90%. Donc si on arrive à avoir vraiment toutes ces jeunes filles à vacciner, dans les 10 prochaines années, on va voir drastiquement la réduction de ce cancer mortel qui est le cancer du col de l'utérus. Alors, docteur Lee, oui, je vous en prie. J'aimerais intervenir sur ça parce que c'est vraiment très très important. En fait, ce que nous devons savoir, la majorité des cancers du col survient à la suite d'une infection liée à un virus qu'on appelle HPV. C'est ce qu'il a, Human Papillomavirus. Donc, on peut dire à peu près 90% des cancers du col sont la conséquence de ce virus. Et quelle est la particularité de ce virus? Quand on fait une infection à ce virus, il n'y a aucun signe. Soit l'organisme se débarrasse, il n'y a aucun signe. Hein. Il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, absolument rien. Et quand l'organisme se débarrasse, donc ça veut dire que l'immunité de cette femme est forte pour bien lutter contre cette maladie, cette infection. Donc il y a un certain groupe de femmes chez qui le virus va persister au niveau du col et le virus va prendre en contrôle la machinerie de la cellule du col. Je vous ai dit que le cancer, c'est quand il y a une multiplication incontrôlée. Donc c'est le virus qui va prendre ses contrôles. Et au long cours, il va développer ce qu'on appelle les lésions précancéreuses et après les cancers, ainsi de suite. Donc, et ensuite, une information capitale que la médecine a observée, on a constaté depuis l'Antiquité que les femmes vierges, c'est-à-dire les femmes qui sont au couvent, l'histoire a démontré qu'ils ne font jamais de cancer du col. C'est une remarque de la médecine. Les sœurs dans les couvents, surtout ça a été démontré en Italie, les religieuses ne faisaient pas de cancer du col sur les séries d'autopsies par rapport au reste de la population. Donc on a remarqué ça et on a dit qu'est-ce qui fait ça. Donc on a essayé de voir la relation entre relations sexuelles et cancer du col. Donc c'est en ce moment que Papa Nicolaou, c'est un grand chercheur allemand qui a découvert le virus et qui a découvert les lésions précancéreuses et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, il y a un événement mondial très très important. En 2004, il y a eu le premier vaccin contre HPV dans l'histoire de la médecine. Et quand on a commencé, comme l'a dit le docteur Ben Moulay, l'idéal c'est de faire avant le premier rapport sexuel.
Mais quand on fait un essai, généralement, on ne va pas commencer chez les enfants, très important. Quand on amène un nouveau médicament là, et un nouveau vaccin, donc à un certain niveau qui est lié au sexe, on ne commençait pas directement chez, on va dire, les adolescents. Donc dans la première cohorte où on a fait les vaccins chez les volontaires, je dis bien, avant de vulgariser, un médicament a une histoire et des étapes. Je ne parle pas de maintenant, je parle de 2004. Nous avons eu la surprise agréable que les vaccins, non seulement il était efficace chez les volontaires, ceux qui n'ont jamais fait de rapports sexuels, ça c'est, comme Ben l'a dit, c'est 100%. Et deuxièmement, la surprise agréable a été que les gens qui avaient déjà fait, parce que ce n'était pas les critères seulement rapports sexuels, qui avaient fait des rapports, bon, qui avaient déjà eu des rapports sexuels, vous m'excusez de parler comme ça sur le plateau, pour l'intimité des gens, il y avait des gens, des femmes, qui déjà avaient commencé à avoir certaines lésions. Et avec les vaccins, comme on peut dire, quand on a boosté leur immunité, ces lésions ont disparu. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, un vaccin est devenu préventif et thérapeutique. Voilà. Sur cette cohorte, je dis bien, ça a amené les débats, les anglophones étant pragmatiques, aux États-Unis, je vais dire ça comme ça. D'accord, docteur. Donc, on va dire ça rapidement. Oui. Les anglophones étant pragmatiques, comme ils disent et ils pensent qu'avant la majorité, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est comme ça, on fait confiance aux gens. Bien sûr que ce n'est pas vrai, hein, c'est le pays où il y a le plus de jeunes filles mamans. Donc, dans les faits, donc, du coup, les débats, c'était 18 ans d'abord. Et dans les pays, en fonction des, on va dire, des réglementations, entre guillemets, sexuelles, donc, et l'art des rapports sexuels requis. Donc, c'était 16 ans dans certains pays. Mais ça nous a amené la notion fondamentale que plus, comme l'a dit Ben, il n'y a eu pas de contact sexuel, le vaccin, il est efficace à 100%. C'est pour ça, avec l'OMS et toutes les organisations internationales telles que l'UICC contre les cancers, c'est vraiment recommandé, en fonction du pays, de le faire avant les premiers rapports sexuels. C'est ça l'idéal en fait. L'idéal pour que. Et voilà, une fois qu'on fait ça, efficace. Mais ça va être très efficace en ce moment. Et ensuite, ça va augmenter la chance de ne plus faire de cancer du col lié à HPV. Et donc, avec comme conséquence directe, comme 90% c'est lié à ça, si nous vaccinons tous les enfants maintenant, donc comme le temps moyen pour faire le cancer c'est 10 ans, donc ça veut dire que dans 20 ans, si on fait maintenant, il n'y aura presque plus, Inch'Allah, de cancer du col au Mali, mais à condition de vacciner tous les enfants, toutes les adolescentes. Donc le message fort, il ne faut pas que les mamans aient peur de ce vaccin, parce qu'il y a des non-dits et des mauvaises, des fake news, je vais appeler les mots, des fake news autour des produits de vaccins avec l'avènement du Covid. Je rassure les gens, ce vaccin a été validé, c'est l'ancienne méthode. Ce n'est pas le virus à ARN ou le vaccin à ADN où il y a une transformation génétique, tout que les gens soient rassurés. Oh oui. C'est l'ancien principe du vaccin. Personne ne conteste le vaccin contre la tuberculose. On est d'accord? C'est la même logique. Voilà, personne ne conteste au jour d'aujourd'hui le vaccin contre la méningite et la rougeole qui a guéri nos enfants, qui a prévenu nos enfants. Donc, ce que je vais insister là-dessus en tant que médecin, qui voit tous les jours des femmes qui viennent avec des cancers du col, avec des fistules vésico-vaginales, avec des douleurs qui hurlent, pour éviter ça, simplement, vaccinons nos enfants. Vaccinons nos enfants. Alors, voilà. Nous sommes pratiquement pris par le temps, mais je vais... Désolé, je suis passionné. Oui, ça se comprend. Hein. Ouais, alors, Madame Fadimata, nous allons quand même vous permettre de lancer une invite aux femmes, hein, parce qu'elles sont les plus touchées. Oui. On parle là, de plus de 1000 cas et j'imagine plus de 90%, je parle sous votre contrôle. Hein. Les hommes ne représentent qu'un petit pourcentage, hein, de cancer du sein par rapport à cette maladie. Une invite à l'endroit de la gente féminine, parce qu'elles sont souvent réticentes, pour que ces femmes puissent comprendre qu'il est important, il est crucial de faire de l'autopalpation, d'avoir les bons gestes afin de prévenir cette maladie. Merci madame. Moi j'invite toutes les femmes hein, à se faire dépister. Tout. Si je suis là aujourd'hui, je me suis fait dépister tôt et je suis allée au traitement comme on me l'a demandé. Qu'elle sache que le cancer est une réalité et qu'elle oublie les préjugés sur le cancer.
Parce que ce préjugé-là fait que beaucoup de femmes refusent d'aller à l'hôpital pour dire que ce n'est pas une maladie qui se soigne à l'hôpital. Parce qu'ils disent que ce n'est pas curable. Quand tu as ça seulement, tu meurs ou c'est un mauvais sort qu'on a jeté. Ce n'est pas un mauvais sort qu'on a jeté. Les femmes, qu'elles prennent toutes les dispositions pour aller se faire dépister, pour éviter cette maladie. Alors, prendre toutes les dispositions. Alors, docteur Bangui, vous êtes présent dans les contrées les plus éloignées et on le sait, dans ces contrées, on parle de la maladie cancer bon. Et on sait, quand on a vu les images, que c'est une maladie qui est assez vilaine. Les plaies peuvent être béantes et l'odeur, on le sait, peut être parfois désagréable. Est-ce que vous pouvez vous inscrire dans la même logique que Mme Fadimata, afin que ces femmes, dès qu'elles sentent les prémices de cette maladie, puissent aller aux soins afin de voir réellement est-ce que c'est cela? En tout cas, merci beaucoup. C'est dans le même ordre d'idées, hein. C'est vraiment la même logique. Il faut que les femmes puissent vite aller se dépister. Et on maintient ce langage, ce message-là sur toute la chaîne. Nous, on se rejoint au ministère de la Santé pour garder le même message, d'encourager les femmes à se dépister et aussi à sensibiliser pour tous ces préjugés, ces non-dits-là. Il y a du travail, il y a vraiment encore du chemin à faire sur ça. Donc on se joint les mains pour continuer à sensibiliser pour que les femmes puissent justement se présenter dans les structures assez précocement. Voilà un peu. Alors, docteur Ben Moulay, directeur de l'Office central, de l'Office national de la santé et de la reproduction, j'imagine que vous avez vu assez d'images, assez de cas parlant, assez de situations qui parfois pouvaient être contrôlées ou qu'on pouvait même éviter. Alors, j'imagine depuis plusieurs années, le département de la santé est dans une campagne assez agressive, hein, parce qu'elle est présente aux côtés des malades, elle est présente aux côtés de la population, même dans les contrées. Alors, pour le restant du mois, juste les activités phares, une invitation à l'endroit de la population pour venir à la source de l'information afin qu'elle puisse mieux se préparer à prévenir cette maladie. Très bien. Donc, en fait, cette campagne a comme mission de mobiliser les gens. Quand on parle de la sensibilisation, c'est d'abord le chef de famille. Les chefs de famille, on commence par les mères de famille. Pour mobiliser dans la cellule familiale autour d'elle, sa famille cellulaire, sa famille à grande échelle, toutes les filles qui sont là, toutes les femmes qui sont là pour qu'elles partent vers le dépistage. Vous savez que c'est pour cela que nous avons développé 2 stratégies de dépistage. La stratégie mobile pour aller dans les quartiers périphériques, pour aller vers les personnes déplacées internes, et la stratégie fixe dans les structures de santé. Donc, nous avons aussi développé plusieurs stratégies de communication. La stratégie de communication, même sur le digital pour toucher les jeunes filles, on a lancé e-campagne. Et dans la semaine à venir, vous allez voir que les réseaux sociaux seront totalement inondés de messages. Du diamant rose. Ah, bien sûr. Donc, pour dire qu'il faut toucher les jeunes dans leur périmètre de confort de communication. Et en plus de cela, nous avons aussi mobilisé les radios communautaires. Nous avons aussi mobilisé les relais communautaires, les AIC, les associations de femmes. Et c'est le moment de saluer effectivement Mme Diawara qui est là, qui réellement, elles sont battues depuis plusieurs années, avant même l'avènement de l'ONASR, qui depuis 3 ans seulement nous sommes là. Et depuis 3 ans, on a lancé la campagne Octobre Rose, c'est la 3e édition. Nous saluons ces associations de femmes qui, depuis des années en amont, ont communiqué, ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire pour que les femmes puissent comprendre que se dépister, c'est de se donner une longueur de vie et dans les meilleures conditions. Donc, pour dire que tout est aujourd'hui mis en place en matière de communication pour qu'effectivement les uns et les autres puissent avoir l'information. Parce que dans notre pays, ce qui est important, c'est surtout l'information. Cette information se passe dans toutes les langues. Tous les canaux sont utilisés.
pour que, effectivement, que l'information parte vraiment très loin, pour que les filles, les femmes viennent au dépistage. Et c'est dans ce cadre que je voudrais vous dire que le ministère de la Santé est dans la dynamique d'élaboration d'un vaste programme national de lutte contre les cancers. Ce vaste programme va vraiment amener la prise en charge jusqu'au niveau des districts sanitaires pour que les femmes ne se déplacent plus par exemple, à Darmalan, que vous ne connaissez pas certainement, pour aller pour venir à Gundam, ou bien pour quitter Balé, pour venir, par exemple, ici à Bamako. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons vraiment faire en sorte que la prise en charge soit vraiment poussée au niveau déconcentré. Pour cela, il faut assez de moyens. Le gouvernement met en place tous les outils, mais le gouvernement a besoin aussi de support. Le support peut venir du privé. Hein. Par exemple, celui qui a mis en place effectivement Advance TV peut tout simplement dire « je supporterai le gouvernement pour faire passer le message ». Celui qui travaille dans tout ce qui est appareils médicaux et autres peut dire « j'apporterai ce que je peux en matière de mammographie ». Pour dire que le support, le soutien, effectivement, dans cette lutte-là, doit venir de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle et dans son périmètre personnel et dans son périmètre plus élargi. Donc, pour dire que c'est ce que le gouvernement attend de tous les Maliens. C'est un engagement formel, un engagement pour aller vraiment tous comme un seul homme contre, effectivement, ce deuxième grand tueur des femmes dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Alors, juste sous votre contrôle et essayer de démystifier le fait que... juste une petite question et une simple réponse. Alors, tété, est-ce que tété diminue les risques de faire le cancer du sein? Oui. Donc, c'est compris. Il faut téter pendant au moins 18 mois. Téter pendant au moins... Faire téter les enfants pendant au moins 18 mois et les hommes également font le cancer du sein, même si le pourcentage est faible. Alors, chers invités, merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec moi. Et vous qui êtes de l'autre côté de votre télé, de votre smartphone, merci pour ce temps que vous nous avez consacré. N'oubliez surtout pas, le cancer du sein et du col sont des tueurs silencieux. Donc, faites-vous dépister. Partagez la campagne, partagez et faites des détours. Allez voir les médecins. Faites-vous dépister tout simplement. À très vite sur Advance TV ou Africa Télévision.